Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment mesurer simplement la fiabilité de vos prévisions, 4 méthodes avec un Excel que vous pourrez télécharger. Le but ça sera bien sûr d'améliorer cette fiabilité, cette qualité de prévision pour améliorer vos performances avec de nombreuses méthodes et exemples concrets. Donc avant d'aller sur Excel, pourquoi faut-il mesurer la fiabilité des prévisions? Eh bien ça paraît évident, mais si vous ne mesurez pas vos performances, vous ne pourrez pas les améliorer, quel que soit votre sujet. Et donc il faut d'abord mesurer pour pouvoir analyser, apprendre et s'améliorer. Moi, voilà, on parle beaucoup, j'ai eu beaucoup d'exemples en supply chain dans les opérations de personnes qui se plaignent « Ah, la prévision de mes commerciaux, elle n'est pas fiable, de ma finance, de mes chefs de produits ». Mais à la fin, ils étaient incapables de donner un chiffre sur la qualité de cette prévision. Donc commencez toujours par mesurer pour pouvoir améliorer ensuite la fiabilité et la qualité de vos prévisions. Et donc c'est quoi la conséquence? Si vous avez des prévisions plus fiables, eh bien vous aurez une entreprise qui sera plus profitable avec un meilleur service pour vos clients, vous serez mieux capable de prédire qu'est-ce qu'ils vont demander. Vous allez aussi acheter moins de stock, vous allez dépenser moins d'argent pour garantir ce même service et vous allez aussi dépenser moins d'argent parce que le fait de ne pas savoir, vous pouvez faire des livraisons express, vous pouvez demander beaucoup de ressources à beaucoup de départements parce que vous ne savez pas quoi faire, donc c'est toujours un peu en mode panique. Mais le but c'est pas seulement d'être profitable mais aussi durable. Clairement avoir une prévision plus fiable va vous permettre d'avoir moins de stress au quotidien et vous le savez, moi je travaille depuis longtemps dans ces domaines-là, c'est extrêmement stressant de se tromper, de pas savoir. Bien sûr on sera jamais parfait, mais j'ai vu extrêmement de tensions dans des réunions entre départements, entre clients, entre fournisseurs, parce que voilà, on s'était complètement trompé dans nos prévisions, et aussi moins d'impact sur notre planète. Pour donner un exemple, voilà, moi à un moment j'étais dans une entreprise, quand on n'avait pas une bonne prévision, on faisait des livraisons par avion, ce qui est extrêmement toxique pour notre planète, ce qui coûte aussi extrêmement cher, et donc améliorer cette prévision vous permettra d'avoir à la fois une entreprise qui soit plus profitable, mais aussi plus durable pour nous les humains et pour notre planète. Donc concrètement maintenant, on va enfin mesurer cette fiabilité de prévision aujourd'hui en 4 étapes très simples, vous allez voir. La première étape, c'est d'avoir des prévisions. Et vous êtes nombreux à ne pas avoir de prévisions aujourd'hui. Alors ça peut être en finance, ça peut être dans un entrepôt, ça peut être pour vos magasins par produit, ça peut être global, ça peut être macro, ça peut être micro, ça peut être pour votre production de chocolatine ou de baguettes, ça peut être parce que vous êtes data science, ou ça peut être la prévision de vente de vos commerciaux qui n'est pas toujours fiable et peut-être que vous êtes un commercial aujourd'hui et vous voulez améliorer ça. Aujourd'hui, je vois encore énormément d'entreprises qui n'ont pas de prévision ou une prévision seulement très macro, un budget à l'année. Et donc voilà, je ne vais pas revenir sur comment faire des prévisions aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, le but ces prochains mois c'est de vous partager beaucoup plus d'outils et de méthodes pour pouvoir créer des prévisions et le faire en 6 étapes entre définir les objectifs, collecter et transformer les données qui ne sont pas toujours fiables, choisir le bon modèle de prévision, ensuite faire sa prévision sur ses produits permanents, ses nouveaux produits et bien sûr ensuite mesurer, réviser et ajuster sa prévision. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui avant d'automatiser, de responsabiliser vos équipes. Donc ça c'est tout un process en 6 étapes que je présente dans un atelier en ligne qui arrive prochainement, donc vous pouvez voir sous la vidéo où je présenterai les méthodes, comment communiquer et les outils idéaux pour pouvoir prévoir de manière le plus efficace possible. En tout cas voilà, juste pour revenir simplement, une prévision statistique, il y a 3 grands piliers. Il y a un rythme de vente, combien on vend un produit par exemple. Cette souris, j'en vends en moyenne 100 par semaine. Ensuite, on a une tendance, je suis plutôt en croissance à plus 20% chaque mois par exemple. Et j'ai une saisonnalité, j'en vends plus avant, voilà, à la rentrée ou en septembre par exemple, parce que tout le monde va s'équiper. À la fin, vous avez 3 gros piliers. Ces 3 gros piliers vont donner une prévision globale. Je reviendrai sur ces sujets-là dans une autre vidéo, mais c'était juste pour vous donner une idée. Donc allez voir sous la vidéo si vous voulez voir plus de sujets au sujet de comment générer des prévisions plus fiables. J'ai aussi une vidéo YouTube à ce sujet-là. En tout cas, une fois que vous avez votre prévision, eh bien, vous allez devoir définir un horizon de prévision. C'est-à-dire à quel moment vous avez, par exemple, vous êtes ici, vous êtes en mois de mai, et vous avez à la fin votre demande produit, on vous a demandé 1000 produits. Ça, c'était le mois de mai. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait différentes prévisions tout au long de l'année. En janvier, votre prévision pour le mois de mai, c'était 500. Ensuite, vous avez changé, vous avez mis 700, puis 900, puis 1100. Et ensuite est arrivée la prévision du mois en cours et vous avez mis 1100 alors que la demande était 2000. Donc je vous présente cet exemple-là, ce qui est important. Quel est, en gros, voilà, vous voulez mesurer la qualité de votre prévision par rapport à cette demande de 1000, mais c'est quoi, à partir de quand je vais comparer? Est-ce que je vais comparer par rapport à janvier, février, mars, avril ou mai?
Donc ça, c'est une question qui est très importante, on pose très souvent. Et je vais vous dire la réponse idéale, ensuite la réponse la plus simple, parce que l'idéal n'est pas toujours simple. C'est que idéalement, il faudrait prendre le délai d'approvisionnement moyen de votre article. Ça sert à rien, en fait, entre guillemets, si vous avez un délai de 6 mois et vous mesurez la prévision que vous avez faite une semaine avant, bah vous pouvez changer la prévision, mais il vous faudra 6 mois pour avoir des produits. Donc, idéalement, il faudrait le délai d'appro moyen. Si vous avez par exemple un délai de 90 jours, il faudrait regarder la prévision au mois de février, donc 700 par rapport à la demande qui est de 1000 qui est ici. Ok ? Ça, c'est l'idéal. La recommandation, en revanche, c'est de faire simple parce que c'est très compliqué de mesurer la prévision en fonction d'un délai, notamment si vous travaillez en supply chain, si vous travaillez en finance, ça peut être plus global. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué de commencer à mesurer la qualité de la prévision en fonction d'un délai moyen d'approvisionnement parce que ce délai moyen il change beaucoup. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester simple et de prendre, en tout cas de commencer simple avec par exemple, prenez un mois avant. Et si le délai est plus long, c'est pas grave. En tout cas, si vous améliorez vos performances, quel que soit l'horizon, ça sera déjà un progrès supplémentaire. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième, il ne faudra pas oublier de sauvegarder vos historiques avec vos données. C'est bien déjà d'avoir au moins un an d'historique de demande et de prévision. C'est mieux d'avoir 4 ans parce que clairement, vous ne pourrez pas trop vous comparer avec des benchmarks d'autres entreprises. Il va falloir surtout vous comparer avec vous-même. Et donc, c'est mieux d'avoir bien sûr au niveau produit, SKU, ce sont des produits, et si possible aussi au niveau famille de produits. Donc, vous pouvez consolider si vous avez vos produits, vous pouvez faire famille et produits. Je vous conseille de garder aussi en quantité et valeur, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et je vous conseille aussi de récupérer si le produit à un moment donné était actif ou inactif. Vous ne voulez pas forcément mesurer la prévision d'un produit qui n'est plus dans le catalogue. Normalement, vous ne devrez plus avoir de prévision dessus, mais c'est toujours bien d'avoir ce statut-là. Et avant de passer à la quatrième étape, attention, la demande, c'est différent de la vente. Donc, vous allez dans un supermarché, par exemple, vous avez ce monsieur qui veut prendre 100 produits, eh bien, il y en a 0. Et donc là, on voit la demande 100, vente 0. Donc, il faut faire très attention. C'est pas toujours évident de récupérer la demande, surtout dans la distribution. Mais voilà, si vous êtes dans une usine, vous avez des commandes à fournisseurs, vous avez une commande de 100 et vous en avez vendu 0, eh bien, c'est important de comparer, de mesurer la fiabilité par rapport à la demande et non la vente si vous avez la donnée. Si vous n'avez pas la donnée, commencez par la vente, c'est déjà un début. Je vois beaucoup de personnes qui restent bloquées parce qu'ils n'ont pas la bonne donnée, donc ils font rien. C'est toujours mieux de commencer par la vente que rien du tout, mais si vous avez la demande, prenez la demande. Ensuite, faut-il mesurer en quantité ou valeur cette fiabilité de prévision? Et je vous donnerai la même réponse que pour la méthode ABC. Vous pouvez voir ma vidéo YouTube si ça vous intéresse. Mais en gros, voilà, le même exemple, c'est quoi? Vous vendez par exemple des écrous à 5 centimes d'euros l'unité et vous en vendez 100 000 quantités par mois. Et de là, vous avez des moteurs à 10 000 euros la pièce, 10 quantités par mois. Si vous mesurez en quantité, eh bien, vous allez, si vous vous trompez lourdement sur les moteurs, alors que c'est une très grosse valeur, eh bien, vous n'allez pas voir, au niveau global, vous n'allez pas voir que vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent avec les moteurs et vous êtes peut-être très bon sur les écrous, mais ça ne représente pas beaucoup en valeur. Donc c'est vraiment important de vous poser la question. Si vous avez des gros écarts de valeur et de prix, je vous conseille de travailler en valeur. En tout cas, moi je travaille quasiment toujours en valeur quand je travaille au niveau groupe de produits ou niveau macro. Quand vous êtes à l'article, ça ne change rien, quantité ou valeur. Donc maintenant qu'on a fait les 3 premières étapes, maintenant on va enfin choisir la bonne méthode. Vous voyez, il y a 3 étapes avant. Et pour ça, on va aller sur Excel et je vous propose 4 méthodes avec un Excel tutoriel complet que vous pouvez télécharger. Je vous conseille de le télécharger avant, je vais vous l'envoyer. Et vous pourrez ensuite pratiquer avec moi, parce que si vous ne pratiquez pas, vous allez probablement oublier ce tutoriel d'ici quelques minutes. Vous pourrez télécharger ce fichier, donc j'ai écrit en anglais parce que voilà, aujourd'hui on travaille dans un monde international, mais je vais vous expliquer ce fichier là tranquillement si vous ne l'avez pas encore sous les yeux. Donc ici on est sur un exemple très simple avec Nike Adidas. J'ai pris 10 produits, on est sur voilà, une période, voilà, j'ai pris la semaine 33 et donc on va comparer les résultats de la semaine 33 avec la prévision que j'ai faite dans la semaine 32. Donc on a nos marques, nos produits, on a la prévision qui a été faite la semaine d'avant. J'aurais pu prendre 4 semaines avant, un mois avant. Ça vous décidez par rapport à votre entreprise. La demande qu'on a et ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller regarder l'erreur. Qu'est-ce que c'est l'erreur? Eh bien, c'est simplement la différence entre la prévision et la demande. Vous voyez, l'erreur, elle peut être positive ou négative. Ça dépend comment on le prend. Est-ce qu'on prend demande ou forecast avant? Forecast, c'est la prévision. Je parle beaucoup anglais. Et vous voyez qu'on a les différentes erreurs qui sont ici. Puis on va faire la somme des erreurs. Vous voyez, ici, j'ai la somme des erreurs.
Ensuite, on va faire les erreurs absolues. C'est quoi les erreurs absolues? C'est qu'on veut plus voir les négatifs. Donc ici, vous voyez, par exemple, on a moins 30. On avait 70 moins 100, ça fait moins 30. Eh bien, on va faire l'erreur absolue. Donc c'est une formule qui s'appelle ABS, qui va vous permettre de ne plus avoir les valeurs négatives. Je vais vous expliquer pourquoi on va l'utiliser après. Et ensuite, on va faire la somme des erreurs au carré pour la quatrième méthode. Pas la somme, on va faire les erreurs au carré. Donc on va multiplier l'erreur fois l'erreur. voilà comment on fait. Pour ensuite avoir ça. Et donc maintenant, on a cette table-là. On a aussi les sommes de ces erreurs. On a la somme de demandes. Et donc grâce à cette table-là, ce que je vous invite à faire aussi, peut-être vous pouvez supprimer les formules et le refaire avec moi, eh bien on va commencer par mesurer les différentes erreurs à commencer. Vous voyez qu'ici, je vous ai mis des résultats. À commencer par ce qu'on appelle le bias. Donc le bias, c'est la somme des erreurs totales sur la demande totale en pourcentage. Vous allez voir, en gros, vous avez sûrement vu ces schémas si vous avez fait un master en opération en supply chain. Voilà, vous avez le bias, c'est quoi? C'est en gros avoir une tendance. Est-ce que vous avez tendance à faire des prévisions qui sont souvent trop au-dessus, trop en dessous, ou juste imprécises? Donc vous voyez, c'est un peu l'exemple du tir à l'arc. Si vous êtes biaisé, c'est-à-dire vous êtes tout le temps au-dessus, ou vous pouvez être aussi en dessous. Ici, vous voyez, vous êtes en dessous. Et non biaisé, c'est-à-dire vous en avez un peu partout, mais ça a l'air assez équilibré dans vos erreurs. En tout cas, que vous soyez très précis ou imprécis, eh bien, vous en avez un peu partout. Donc ça, c'est intéressant pour voir si votre équipe a tendance à être trop optimiste ou trop négatif par rapport à la tendance générale, et donc c'est ce qu'on appelle le bias. Donc concrètement, comment on va calculer le bias? C'est extrêmement simple. Vous allez cliquer sur la formule là, vous voyez, c'est simplement la somme des erreurs. Et donc là, on va regarder les positifs et les négatifs, et on va diviser par la demande totale. Et donc en regardant ça, vous voyez, vous faites 20 divisé par 1250 et vous avez 2%. Ça veut dire qu'en moyenne, bien, la somme les prévisions sont en moyenne 2% au-dessus de la réalité. Donc vous avez tendance à un peu d'être un petit peu optimiste par rapport à la réalité. Là, on n'est que sur 10 produits, mais c'est pas intéressant si vous le faites sur 10 000 produits, sur 1 an, 2 ans, pour voir vraiment la tendance générale qui peut provoquer notamment du surstock. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est la Mean Absolute Error. Donc, on l'appelle aussi la MAD, Mean Absolute Deviation. Deviation ou Error, c'est un peu la même chose. Je vous mets tout en anglais parce que généralement, on le dit en anglais. Et donc ça va être quoi? Ça va être la somme des erreurs totales absolues divisée par la demande totale. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur Excel. Donc sur Excel, on revient sur le fichier là et vous voyez, donc j'avais rajouté 2 colonnes, Error and Accuracy. Donc il faut savoir que vous pouvez calculer l'erreur au niveau article et vous pouvez le faire au niveau global, ce que je suis en train de faire ici avec les différentes méthodes. Au niveau article, si vous regardez, l'erreur elle est assez facile à calculer. Vous allez diviser l'erreur absolue par la demande. Ok, donc vous voyez ici on est à 0%, ici je suis à 30%, donc 30, en gros mon erreur elle est de 30, moins 30 ou 30, ici on est en valeur absolue, divisé par, si je reviens ici, hop, par ma demande, et donc vous êtes ici à 30% d'erreur, 100% ici, 70%, etc., etc. Regardez le fichier, j'y vais un petit peu vite, mais c'est normal. Ensuite, vous avez l'accuracy, mais l'accuracy c'est quoi? Ici vous avez l'erreur, ici vous avez la fiabilité. La fiabilité, en fait, c'est l'inverse de l'erreur, donc vous faites simplement 1 moins le résultat que vous avez fait. Quand vous êtes à 30 ici, vous êtes à 70. Okay, donc certaines entreprises parlent en fiabilité, d'autres en erreur. Moi, j'aime bien être positif, je préfère parler en fiabilité parce que voilà, on ne sera jamais parfait. Mais dire tous les jours qu'on a des erreurs, c'est impossible d'avoir 100% de fiabilité. L'important, c'est de s'améliorer. Ok, donc ici, vous avez les erreurs au niveau article que vous faites en quantité ou valeur, ce sera les mêmes résultats. Et maintenant, on va calculer cette fameuse MAE qu'on a présentée tout à l'heure. Je vous présenterai la map juste après. Mais donc, cette formule-là, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la somme des erreurs absolues, que vous voyez ici, divisée par la demande. Ok? On ne va pas aller regarder, on ne va pas faire les moyennes par article, on va voir ça après. Et donc là, vous avez un résultat de 34%. Donc voilà votre qualité de prévision suivant cette méthode-là. Et si vous regardez la fiabilité, vous faites 1 moins 34%, vous êtes à 66% de fiabilité. Ok, donc celle-ci, elle est extrêmement pratique, notamment au niveau macro. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est mieux que la troisième méthode qui s'appelle la map juste après. Donc la troisième méthode, c'est la MAP, la Mean Absolute Percentage Error. C'est quoi? C'est la moyenne des pourcentages d'erreurs absolues. Ça paraît très compliqué, mais sur Excel, c'est extrêmement simple. C'est simplement la moyenne de mes erreurs, article par article. Donc ici, c'est comme si vous faisiez ça, et vous voyez, ma moyenne, elle est à 39%. Donc ça, dans la théorie, vous pouvez dire, bah, c'est très bien ça, mais en fait,
vraiment, je ne recommande pas du tout cette méthode-là. Je suis étonné d'ailleurs que je la vois beaucoup dans des formations, dans des livres aussi. Moi, je trouve que c'est pas pertinent de faire la moyenne des articles. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez des articles qui sont plus importants que d'autres, je donnais l'exemple des écrous et des moteurs tout à l'heure. Imaginons que vous avez par exemple cet article-là, le 5, qui en fait a un poids beaucoup plus important, donc vous vous trompez vraiment de beaucoup. On va mettre 9999. Voilà, ici vous avez donc une erreur qui est très importante, 89%. Le problème de la map en gros, elle va faire la moyenne des articles et donc elle va dire, t'es faux à 99%, mais c'est pas un article plus important qu'un autre alors qu'on a perdu énormément d'argent sur ce produit-là. Et donc vous voyez, en gros, la map va dire, on n'est pas si mal que ça, alors que la MAE qui finalement, elle va pondérer, et donc parce qu'elle elle va regarder la somme des erreurs absolues sur la somme de la demande, eh bien elle va dire non, mais en fait, ton erreur elle est à 92%, en tout cas ta fiabilité est extrêmement basse parce que tu t'es lourdement trompé sur un article qui a beaucoup plus de poids dans ton groupe de produits. Et donc ma conclusion avec ça, c'est que je ne recommande pas de faire la map au niveau, de faire des moyennes d'erreurs parce que en fait ça ne va pas pondérer le poids de la demande de chaque article, alors que ce qu'on appelle la MAE, eh bien va le faire parce qu'on va prendre la somme des erreurs. Donc si vous travaillez sur de la prévision article, je vous conseille toujours d'utiliser celle-là. Ou alors, si vous êtes un data scientist, vous allez passer sur la 4e qui est la RMSE, la Root Mean Square Error. C'est la racine carrée de la moyenne des erreurs au carré divisée par la demande moyenne. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que c'est pas pour tout le monde. On va surtout utiliser cette méthode pour le data science ou pour le ML. Le ML, c'est quoi? C'est le machine learning. Si vous faites par exemple du Python, eh bien vous utilisez cette méthode pour pouvoir optimiser vos modèles et donc diminuer l'erreur. Sur Excel, bien vous voyez, on a la RMSE qui est ici et donc la formule, vous pouvez regarder sur mon fichier, ce sera plus simple. Vous allez prendre la racine de la moyenne des erreurs au carré, donc toutes ces erreurs, divisées par la moyenne de la demande, ce qui va vous donner un chiffre 40%. Et donc ce chiffre, il n'est pas forcément comparable. Pourquoi? Parce qu'en fait, la RMSE va amplifier les erreurs. Vous voyez, on fait les erreurs ici au carré. Pourquoi on fait les erreurs au carré? Je ne vais pas vous faire toute la démonstration mathématique, mais l'idée, c'est d'aller en gros amplifier les erreurs pour avoir le moins de très grosses erreurs possibles, loin de la moyenne. Donc par exemple, si je reprends cet exemple ici, si je mets 999, vous voyez qu'ici, voilà, on a une très grosse erreur et en plus on la met au carré. Et donc, si on compare les erreurs ici, vous voyez que c'est beaucoup plus grave en termes d'erreur ou en termes de fiabilité, on est même négatif. Parce que en gros on a fait une très grosse erreur qui est très grave et donc le système RMSE, la méthode RMSE va pour l'optimiser, il va falloir limiter les très grosses erreurs par rapport à des petites erreurs qui seront donc moins impactées. Donc voilà ce que je vous recommande. En tout cas, moi, je ne vous recommande pas l'utiliser pour la plupart d'entre vous, à part si vous êtes data scientist ou si vous faites des optimisations de modèles de prévision avec du machine learning, ce qui est clairement pas pour 99,9% d'entre vous et moi-même. J'utilise dans mon quotidien la méthode MAE. Vous pouvez d'ailleurs essayer de faire la qualité de la prévision en utilisant cette méthode au niveau d'une marque comme Adidas ou Nike. Moi, je l'ai fait avec un tableau croisé dynamique. Essayez peut-être de le refaire à la main. Je vais vous remettre la formule, la valeur qui est ici là. Si vous voulez voir comment j'ai fait, moi, j'ai utilisé un tableau croisé dynamique. Et donc, vous pouvez aller dans Analyse de tableau croisé dynamique, Calcul. J'ai utilisé un champ calculé. Et donc ici, vous pourrez prendre la forecast accuracy. Vous pourrez voir la formule que j'ai utilisée. Donc concrètement, à la fin, ma conclusion, c'est quoi? Sur ces 4 méthodes-là, je vous ai déjà expliqué. Vous avez les méthodes, vous avez la simplicité, et donc les 3 premières sont simples, la dernière est très complexe, et en plus elle est compliquée à expliquer en comité de direction. Quand j'étais SNOP manager ou supply chain manager, la racine carrée des moyennes, etc., c'est pas évident à expliquer, il y a toujours quelqu'un qui pose la question, et ensuite on perd confiance. Ensuite vous avez la pondération des valeurs. La map, je ne la recommande pas parce qu'elle ne prend pas en compte le poids de la demande. Et vous avez la pondération des erreurs, où en gros la RMSE va amplifier les erreurs. Donc à la fin, ma recommandation, c'est que le bias, c'est toujours intéressant de voir est-ce que vous avez tendance à faire des prévisions qui sont trop au-dessus ou trop en dessous. Donc elle est toujours complémentaire, on ne va pas utiliser que ça. Ensuite, moi je recommande d'utiliser la méthode MAE, de ne jamais utiliser la map, c'est-à-dire la moyenne des erreurs à l'article sans pondération. Et si vous êtes data scientist ou vous faites du machine learning, vous pouvez l'utiliser dans vos modèles si vous notamment vous faites du Python. Donc une fois que vous avez enfin mesuré la fiabilité de prévision, comment l'analyser? C'est quoi les bonnes valeurs? C'est quoi un bon niveau de fiabilité de prévision? On pose très souvent cette question-là. Est-ce que c'est 70%, 40%, 50%? Eh bien ma réponse,
Ça dépend. Ici, par exemple, c'est le genre de dashboard que je développe dans mes méthodes complètes ABC Supply Chain. Vous voyez, on a des qualités de prévision, forecast accuracy par demand planner, par équipe. Je vous invite vraiment aussi à le faire par marque, par équipe. Vous voyez que voilà, on a différents résultats entre Zidane et Beyoncé. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes. On voit qu'on est plutôt en déclin par rapport à l'année d'avant sur ce dataset. Et donc, ça va vraiment dépendre déjà de quel type de produit vous avez, est-ce qu'ils sont incertains ou pas, quelle méthode vous utilisez, quelle méthode de prévision, là 1, 2, 3 ou 4, aussi quels sont les délais, est-ce que vous allez mesurer votre prévision à la semaine, au mois, 1 mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, et je peux vous dire que moi, dans mon entreprise, c'était très difficile de se comparer avec d'autres entreprises qu'on n'utilisait pas les mêmes méthodes, on avait des méthodes de comparaison qui étaient très différentes. Donc pour moi, un benchmark sur les qualités de prévision ne veut pas dire grand-chose. Vous devez surtout vous comparer par rapport à vous-même, est-ce que vous progressez par rapport à l'année d'avant, par rapport au mois d'avant, par rapport aux produits A, B et C. Je vous conseille toujours d'avoir une classification A, B et C, aussi par personne, quelles sont les meilleures personnes. Et bien sûr, en fonction de l'incertitude de vos produits, vous allez avoir des résultats très différents. Donc je reviens dessus notamment dans ma classification A, B, C, X, Y, Z. Vous pouvez voir la vidéo YouTube où j'explique comment classer les produits en fonction des différents niveaux d'incertitude. Donc à la fin, comment améliorer cette fiabilité de la prévision? Vous devez d'abord vous mesurer, l'analyser, et l'objectif, en tout cas mon objectif avec ABC Supply Chain, c'est en fonction de votre niveau d'incertitude, qu'il soit faible ou élevé, d'améliorer votre fiabilité de prévision. Et pour ça, j'ai différentes étapes, méthodes et tutoriels de définir les objectifs jusqu'à créer vos prévisions les plus fiables possibles, les mesurer, les réviser avec des méthodes, des outils et comment aussi communiquer, parce que c'est pas seulement des outils, c'est aussi comment se comporter pour obtenir les bonnes informations et avoir un accord global, ce qu'on fait notamment dans le process SNOP. Donc c'est tout ce que je vous propose pour aller plus loin sur cette chaîne YouTube, mais aussi avec des cours gratuits, des workshops que je propose. Vous pouvez regarder sous la vidéo et je vous retrouve très vite avec d'autres tutoriels.